Bien, bonsoir. Effectivement, c'est une occasion un petit peu spéciale de parler ici des ondes gravitationnelles. Le titre initial était celui-ci, détecter les ondes gravitationnelles pour bientôt, point d'interrogation. Donc j'ai changé le titre et ça s'appelle Les physiciens en ont rêvé pendant 100 ans. Effectivement, c'est une grande année pour la connaissance de l'univers gravitationnel. Et donc je vais essayer de vous en parler un petit peu. Alors j'aurais pu tout de suite parler de la découverte. On va commencer par parler de la période où on en a rêvé, et puis après je vais essayer de vous expliquer un petit peu la découverte dans certains détails, et vous allez voir que c'est effectivement quelque chose de tout à fait fascinant, et pas seulement pour les physiciens qui travaillent dessus. Alors, comme vous le savez certainement, parce que ça a été beaucoup dit, c'est une prédiction d'Einstein. Einstein, dont on a fêté le centenaire de la théorie de la relativité générale il y a tout juste, même pas un an en fait, puisque c'était en novembre 1915, donc en novembre dernier. Et puis l'année suivante, il a commencé à voir les conséquences de sa théorie. Une des premières conséquences qu'il a découvertes, c'est justement la présence d'ondes gravitationnelles. Alors je vais essayer de vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Alors on va faire un petit cours très rapide de relativité générale, en 5 minutes, en supposant que vous ne savez rien sur la relativité générale, ne vous inquiétez pas. Un des principes de base de la relativité générale, c'est ce qu'on appelle le principe d'équivalence. Alors je vais essayer de vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Donc vous avez ici quelqu'un qui est dans une fusée. On va imaginer que cet astronaute est loin de la Terre, et en fait il va flotter, donc, puisqu'il est loin de toute attraction gravitationnelle. Il flotte, alors on ne le voit pas très bien, mais en tout cas quand il lâche deux objets, eh bien, les objets flottent simplement parce qu'il n'y a pas d'attraction nulle part. Et puis maintenant, on va supposer que la fusée se met à accélérer. La première fusée était à vitesse constante ou immobile. Maintenant, la fusée va accélérer, et vous imaginez bien que d'un seul coup, lui, il va avoir ses pieds qui vont être collés par terre, et puis d'un seul coup, vous allez avoir l'impression que les deux boules qu'il avait vont vers le sol, et comme si elles tombaient. Donc tout se passe comme si, en fait, il n'était pas à l'intérieur d'une fusée, mais simplement sur Terre, et qu'il laissait tomber deux boules. Et il va en tirer quelque chose de tout à fait fondamental, c'est qu'en fait, il va en tirer la conséquence qu'il n'y a pas de différence entre une accélération et un champ gravitationnel. Alors ça paraît bizarre, parce qu'une accélération, c'est vraiment quelque chose de dynamique. La fusée accélère ou n'accélère pas. Un champ gravitationnel, on sait qu'il y a une masse à côté. Eh bien, en fait, il en tire la conclusion que si l'astronaute qui est dans sa fusée, tout est fermé, et s'il se pose la question de savoir est-ce qu'il est près d'un champ gravitationnel ou pas, eh bien, si la fusée accélère, il ne pourra pas faire la distinction entre une accélération de la fusée et puis le fait d'être près d'une grande masse, à l'intérieur d'un champ gravitationnel. Et donc c'est ça qu'on appelle le principe d'équivalence, qui a un certain nombre de conséquences importantes. Alors je vais essayer de vous en faire comprendre une. Qui a à voir avec la façon dont la lumière se propage. On sait tous que la lumière se propage en ligne droite, et si on est donc dans la fusée qui est à vitesse constante, et si on envoie une lampe torche, eh bien la lumière va se propager. Alors elle se propage très vite, 300 000 km par seconde, donc on ne la voit pas se propager. On va imaginer qu'on est très très rapide, et que, vous voyez, elle n'a pas encore tout traversé, et qu'on regarde, mais elle met un certain temps, en tout cas, un temps microscopique, mais un certain temps pour traverser la cabine de la fusée. Alors maintenant, imaginons que la fusée accélère. Eh bien, pendant que le rayon lumineux, lui, il est parti, mais pendant qu'il est parti, la fusée, elle avance plus vite que prévu. Et donc, pour l'observateur qui est dans la fusée, ça va lui donner l'impression que le rayon lumineux est un petit peu courbé. Alors évidemment, si vous faisiez l'expérience, il faudrait que la fusée soit à des vitesses proches de la vitesse de la lumière. Ce n'est pas le cas, mais c'est juste une expérience par la pensée. Mais maintenant, on va appliquer le principe dont je viens de parler, le principe d'équivalence. Et ce qu'Einstein va vous dire, c'est que c'est une illusion d'optique d'une certaine façon, si accélération, ça vous donne l'impression que c'est courbé. Mais d'après son principe d'équivalence, ça veut dire que si j'étais dans un champ gravitationnel, eh bien, je verrais la lumière qui se propage selon une courbe. Et donc la conclusion de cette petite expérience par la pensée, de nouveau, c'est que la lumière est courbée par un champ d'attraction gravitationnelle, par exemple si elle passe près du Soleil.
Alors, ça a une conséquence extrêmement importante dont vous avez tous entendu parler, c'est que l'espace-temps est courbe et qu'une masse va courber l'espace-temps. Alors, l'exemple du matelas est très simple. Si vous avez un matelas qui est bien plan, si vous lancez une balle le long du matelas, elle va se propager en ligne droite. Maintenant, si vous avez une grosse pierre au milieu du matelas, eh bien, la surface est courbée et donc une balle va se propager. Alors, essayez de ne pas envoyer la balle dans la grosse pierre, mais près de la grosse pierre, eh bien, la trajectoire de la balle va être courbée simplement parce que la surface du matelas est courbée. Et la balle suit le plus court chemin entre deux points, et donc dans un espace courbe, le plus court chemin entre deux points n'est plus une ligne droite, mais est une courbe. Et bien, c'est exactement ça qui se passe pour les rayons lumineux. Les rayons lumineux suivent le plus court chemin entre deux points, et donc des rayons lumineux sont courbés simplement parce que l'espace-temps est courbé. Alors, rappelez-vous que c'est Einstein qui avait un petit peu inventé cette notion d'espace-temps en relativité restreinte, la théorie de 1905. Et donc la théorie de 1915 va nous apprendre que l'espace-temps est courbé et que donc les rayons lumineux ne se déplacent plus en ligne droite, mais quand ils passent près d'une masse, ils se déplacent le long de courbes. Alors ça paraissait à l'époque un peu de la science-fiction, de même que nos jours, détecter les ondes gravitationnelles, ça paraît de la science-fiction. Mais là, il a fallu attendre seulement 4 ans, en 1919. Il a été montré par une expérience qui utilisait une éclipse de soleil que, de nouveau, donc il y avait une éclipse de soleil, donc la Lune qui intercepte la lumière du soleil, donc on n'est plus ébloui par le soleil, et ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'en fait, il y avait des étoiles qui étaient derrière le soleil, qu'on n'aurait jamais dû voir, dont on voyait la lumière. C'est simplement parce que des rayons lumineux, en fait, étaient courbés par la masse du soleil. Et donc, ben voilà un titre du New York Times qui est en anglais, mais disant que la lumière est toute de travers dans les cieux, et c'est ça qui a commencé la légende d'Einstein d'une certaine façon. C'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est dit, ce type un peu fou qui a une théorie qui est comprise par personne, il fait des prédictions et 4 ans plus tard, elles sont vérifiées. Alors, il a fallu attendre un peu plus, comme vous le savez, pour les ondes gravitationnelles, mais on va y venir. Alors de nos jours, cette histoire de courbure des rayons lumineux, c'est quelque chose de tout à fait standard et on le voit sur tous les clichés astrophysiques ou sur beaucoup de clichés. Vous avez par exemple ici le phénomène d'arc gravitationnel. Vous voyez un certain nombre de galaxies et puis vous voyez des galaxies qui ont des formes en arc. Alors ce n'est pas qu'elles aient des formes en arc, c'est simplement que la lumière qui vient de ces galaxies est passée pas loin d'une grosse concentration de masse sombre, c'est-à-dire que vous ne la voyez pas sur le cliché, mais qui a joué l'effet de lentille, c'est-à-dire qui a déformé les rayons lumineux, comme vous le voyez en bas. Excusez-moi, c'est en anglais, mais vous avez donc la galaxie qui est lointaine, qui est aussi patatoïde que les autres, mais les rayons lumineux qui viennent de ces galaxies lointaines passent près d'une concentration de masse, et donc l'image de la galaxie est déformée et a une forme d'arc. C'est même comme ça que maintenant on essaie de cartographier la matière sombre qu'on recherche dans l'univers. On sait que par exemple entre ces galaxies et nous, eh bien, il y a une concentration de matière sombre et on peut faire comme ça des cartes de la matière sombre grâce à cet effet de lentille gravitationnelle, comme on dit. Donc la lumière est courbée par la masse ou de façon plus générale par un champ gravitationnel et donc c'est un effet qui est maintenant bien connu. Et donc, comme je disais, si on interprète un niveau au-dessus, ça veut dire que l'espace-temps lui-même est en fait courbe, les rayons lumineux dessinant justement les plus courts chemins entre deux points et vous dessinant un petit peu cet espace courbe. Alors, on était en 1915, à 1916, Einstein en déduit une conséquence qui est la suivante. Si vous avez maintenant donc la masse courbe, l'espace-temps, maintenant si vous avez la masse en mouvement, eh bien, elle va induire des ondes de courbure, un petit peu comme, et je reprendrai cet exemple dans la suite, un petit peu comme vous lancez une pierre, bon là c'est des gouttes d'eau simplement, eh bien vous allez engendrer des ondes de courbure à la surface des vagues, donc des ondes de courbure à la surface ici de la mare d'eau, et ces ondes vont se propager.
Eh bien, Einstein montre qu'à partir de ces équations, ce qu'on appelle les équations d'Einstein qui décrivent la relativité générale, qu'il y a tout à fait la possibilité d'avoir des ondes de courbure qui vont se propager à travers l'univers. Et c'est donc en 1916 qu'il fait cette prédiction-là. Il ne croit pas trop pendant un certain temps, il n'est même pas sûr si ce n'est pas un artifice mathématique, un petit peu. Et il ne croit certainement pas qu'on les découvrira un jour, bon, effectivement, il a fallu attendre quand même 100 ans pour découvrir ces ondes gravitationnelles. Alors, qu'est-ce qui se passe si on est dans le laboratoire et si une onde gravitationnelle... Enfin non, on n'a même pas besoin d'être dans le laboratoire, on est dans le palais des découvertes, et une onde gravitationnelle passe. Alors on va supposer qu'une onde gravitationnelle passe horizontalement comme ceci, et on a disposé des masses en cercle. Donc vous avez ici, par exemple, en haut à gauche, des masses qui sont disposées en cercle comme ceci. Alors, qu'est-ce que va faire une onde gravitationnelle? Rappelez-vous, c'est une onde de courbure. Rappelez-vous, l'exemple des vagues, c'est un très bon exemple. Qu'est-ce qui se passe si une onde de courbure, si d'un seul coup l'espace-temps est élastique et se met à se courber, eh bien la distance entre deux masses va varier. Alors, il faut deux masses pour ça. Une seule masse, ça ne marche pas. Vous n'allez rien voir s'il n'y a qu'une seule masse complètement isolée. Mais ici, on a tout un ensemble de masses en cercle. Et donc, certaines vont se rapprocher, d'autres vont s'éloigner. Alors, en fait, ce qui se passe, vous le voyez par exemple tout en haut, il y a un type d'onde gravitationnelle, ce qu'on appelle la polarisation plus, je ne vais pas rentrer dans les détails. En même temps que les masses, par exemple, à gauche et à droite se rapprochent, les masses en haut et en bas s'éloignent, et puis après c'est l'inverse, une onde est un phénomène périodique. Quand les masses en haut et en bas se rapprochent, les autres s'éloignent. Donc c'est un mouvement comme ceci, assez caractéristique, vous voyez, de déformation de l'espace. Et puis vous en avez un autre mode qui, même chose, donc c'est-à-dire que le cercle devient une ellipse, mais l'ellipse peut être orientée comme ça ou comme ceci. C'est ce qu'on appelle les deux polarisations de l'onde gravitationnelle. Donc en pratique, c'est relativement simple à voir, c'est-à-dire que si une onde gravitationnelle passait, si elle avait un effet important, vous me verriez me rapetisser dans ce sens-là pendant que je m'élargis, et puis au contraire, je deviendrais très maigre et d'un seul coup très grand. Voilà un petit peu comment les objets matériels se déforment. La seule chose, comme on va le voir, c'est que l'amplitude, c'est-à-dire en gros la longueur de la flèche, est extraordinairement faible, et c'est pour ça qu'on a mis autant de temps à mesurer ces variations de distance. Alors, les choses qu'il faut retenir et qui vont être importantes pour la suite, pour bien comprendre, c'est que d'abord, une onde gravitationnelle, c'est de l'énergie. On a mis un certain temps avant de comprendre que ça transportait de l'énergie. On va voir que ça transporte une énergie absolument colossale. Mais cette énergie, elle se répartit évidemment, si vous avez une source ici, elle se répartit évidemment dans un volume de plus en plus grand, mais elle ne diminue qu'en fonction inverse de la distance. D'habitude, la plupart des phénomènes se diminuent en fonction de l'inverse carré de la distance. Ici, c'est juste en fonction de l'inverse de la distance. Donc, l'effet diminue plus vous vous éloignez, mais pas autant que pour d'autres phénomènes d'ondes. Donc ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est qu'on va voir que l'amplitude est extrêmement faible, et la raison est très simple, c'est que la gravitation, c'est la force la plus faible de toutes les forces fondamentales. Alors, ce n'est pas l'impression qu'on en a sur Terre, parce que sur Terre, on est tout près d'un objet très massif qui est juste la Terre qui est à nos pieds. Donc, on est soumis à... La masse de la Terre est très importante, et donc on est soumis à une force qui nous paraît importante par rapport aux autres forces fondamentales. Mais si je prends, je ne sais pas, deux personnes, leur interaction gravitationnelle est extrêmement faible. Donc la force de gravitation est une force extrêmement faible, la plus faible de toutes les forces fondamentales. Alors ça veut dire qu'en fait l'effet des ondes gravitationnelles, on va le voir, est extrêmement faible, et comme je disais, le déplacement relatif est extrêmement faible. Alors ça veut dire qu'elles sont très difficiles à détecter, mais d'un autre côté, ça veut dire qu'en fait elles interagissent très peu. C'est-à-dire que rappelez-vous tout à l'heure quand j'avais la mare et puis que je jetais une pierre dans la mare, vous allez avoir des vagues, mais très vite elles vont s'atténuer parce qu'il y a des frottements liquides, etc., qui vont les atténuer. Ici, les ondes gravitationnelles, elles traversent tout de façon imperturbable, elles sont à peu près inchangées par tout ce qu'elles rencontrent, et donc ce sont des messagers parfaits, c'est-à-dire que tout ce qui est encodé dans l'onde gravitationnelle, elle va traverser tout l'univers observable, vous allez la récupérer à la fin, si vous arrivez à la détecter, eh bien vous aurez des informations extrêmement précises, et on va voir un exemple avec la découverte.
Donc ça, c'est la rançon de la gloire, si je peux dire, enfin, ou non, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que c'est l'aspect positif de la difficulté de découvrir les ondes gravitationnelles. Une fois que vous avez découvert, eh bien, à l'intérieur des ondes gravitationnelles, vous avez des informations extrêmement précieuses qui n'ont pas du tout été perturbées par toutes les millions, les milliards d'années-lumière que l'onde gravitationnelle a mis à traverser tout l'univers. Alors, vous savez probablement que la découverte des ondes gravitationnelles est liée aux trous noirs, donc je vais vous parler un petit peu des trous noirs, qui sont des objets totalement fascinants, et on va en parler un petit peu plus, justement parce que pour la première fois, on a vu les ondes gravitationnelles venant de trous noirs, et donc c'est intéressant de se dire que ces objets aussi fascinants, on va pouvoir les connaître de façon extrêmement précise. Donc je vais vous en donner un peu plus sur ce que sont les trous noirs. Alors avant d'en venir là, quelles sont les sources? On a parlé des ondes gravitationnelles, je vous ai dit que c'est du mouvement de masse qui crée ces ondes gravitationnelles, on a expliqué un petit peu leurs propriétés, donc maintenant qu'est-ce qui est responsable, qu'est-ce qui vous donne des ondes gravitationnelles? Eh bien, toute masse en mouvement, donc si vous êtes venu en voiture ou en métro ici, vous avez créé des ondes gravitationnelles. Le problème, c'est qu'elles sont d'une amplitude extraordinairement faible et qu'il y a peu de chances qu'on les détecte un jour. Au moins notre civilisation, il y a peut-être d'autres civilisations qui sont beaucoup plus avancées que nous et qui sont en train de détecter les ondes gravitationnelles que vous avez créées en venant ici. Donc nous, qui sommes à la recherche des ondes gravitationnelles, pour essayer de les détecter, on va essayer d'avoir les mouvements de masse les plus importants dans l'univers, donc c'est typiquement des explosions cosmiques. Alors, ça peut être des explosions de supernovae, il faut qu'elles soient symétriques, j'y reviendrai peut-être un peu plus tard, mais ça peut être des sursauts gamma, les plus grandes explosions dans l'univers, qui, au point de vue lumière, pendant quelques secondes, vous avez ici un petit exemple, émettent autant de lumière que toutes les étoiles de notre galaxie. Et puis, vous avez des systèmes binaires, c'est-à-dire deux étoiles qui tournent l'une autour de l'autre. Alors, on ne voudrait pas attendre trop longtemps pour voir ces ondes gravitationnelles, donc ces étoiles qui tournent l'une autour de l'autre ont intérêt à être très proches l'une de l'autre parce que du coup l'attraction gravitationnelle est plus importante et donc le mouvement va être plus facilement décelable. Et donc en fait on cherche des objets très massifs et très compacts de façon à ce que deux objets soient très près l'un de l'autre. Et donc c'est pour ça qu'on recherche avec les objets les plus massifs et les plus compacts les trous noirs, les étoiles à neutrons, ou encore mieux, les trous noirs. Donc c'est pour ça que très vite, les recherches se sont un petit peu focalisées sur ces objets-là, d'autant plus que même dans le cas d'explosions, les explosions les plus violentes dans l'univers, c'est souvent lié à la fin de vie des étoiles, et généralement ça crée un objet très compact comme une étoile à neutrons ou un trou noir. Donc on va donc aller chercher pour avoir encore une fois à la fois des champs gravitationnels intenses. Si vous avez vu Interstellar, vous savez que près de l'horizon d'un trou noir, les champs gravitationnels sont intenses. Il y a toutes sortes de phénomènes. Et puis des phénomènes relativement rapides parce que c'est peut-être pas la peine d'attendre 100 milliards d'années derrière nos détecteurs. Alors quelques précisions sur les trous noirs. Alors je vais parler de deux types de trous noirs ce soir. D'abord, les trous noirs qui apparaissent dans le cycle de fin de vie des étoiles. Donc une étoile comme le Soleil, typiquement, pourquoi est-ce que ça a une taille constante? Eh bien, c'est en fait une taille constante parce que c'est sous l'effet de deux sources différentes. Vous avez évidemment, alors on va prendre à droite l'attraction gravitationnelle qui tend à faire tomber sur elle-même toute la masse du Soleil ou de l'étoile. Donc ça, c'est un effet attractif. Ça a tendance à concentrer l'étoile et donc à la faire diminuer de volume. Et puis il y a un effet inverse qui est dû aux réactions thermonucléaires dans l'étoile qui chauffent, qui dégagent de la chaleur et donc qui ont tendance à dilater l'étoile. Et si le Soleil reste constant dans le ciel, la taille du Soleil reste constante, c'est parce qu'en fait il y a équilibre entre ces deux phénomènes-là, le phénomène d'attraction gravitationnelle et puis le phénomène de dilatation due à la chaleur, due aux réactions nucléaires. Alors, la difficulté pour l'étoile, c'est quand le combustible nucléaire vient à manquer. En fait, dans ce cas, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus de production de chaleur, donc il n'y a plus d'effet de dilatation, et donc l'étoile s'écroule sur elle-même. Et je ne vais pas rentrer dans les détails,
si vous connaissez un petit peu d'astrophysique, vous savez qu'après ça dépend de la masse de l'étoile, mais pour des étoiles suffisamment massives, eh bien l'écroulement gravitationnel ne va pas s'arrêter et donc l'étoile en fin de vie va s'écrouler en trou noir. Et dans ce cas, évidemment, toute la masse qui était dans l'étoile va s'écrouler dans le trou noir, et donc on a ce qu'on appelle les trous noirs stellaires, donc des trous noirs dont la masse, peut-être la masse du Soleil, peut-être quelques dizaines de masses du Soleil, enfin une dizaine de masses solaires, etc. Jusqu'à récemment, on pensait que pas plus d'une quinzaine de masses solaires. C'est en fait, en gros, la masse de l'étoile initiale qui s'est concentrée alors, en un point ou presque en un point. Alors, je vais ici donc parler un tout petit peu, je vais revenir un tout petit peu sur les trous noirs, mais avant de préciser un petit peu les choses sur les trous noirs, en fait, ce qu'on observe la plupart du temps, et ce qui a été observé, donc je vais me concentrer un peu là-dessus comme source, c'est en fait un système de deux trous noirs. Donc vous imaginez déjà l'histoire qu'il y a dû y avoir, c'est-à-dire qu'il y avait deux étoiles, c'est en tout cas une possibilité, deux étoiles qui formaient un système binaire. En fait, souvent les étoiles forment des systèmes binaires ou même plus, donc tournent l'une autour de l'autre. Et puis il y en a une qui s'est écroulée en trou noir, et puis l'autre s'est aussi écroulée en trou noir. Et à ce moment-là, vous avez deux trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre. Alors, vous avez ici, par exemple, un trou noir bleu et un trou noir rouge. On va d'abord supposer qu'ils ont à peu près la même masse. Alors, ce qui va se passer, en fait, et c'est résumé ici, alors c'est un diagramme quasiment historique, celui qui a dessiné ça, et c'est ce qu'on a montré pendant des années. Ça, c'était la période où les physiciens rêvaient aux ondes gravitationnelles. C'est d'ailleurs Kip Thorne, qui est un des grands spécialistes des trous noirs et qui est aussi impliqué dans le scénario du film Interstellar, pour tous les aspects plus scientifiques, qui est à l'origine de ce dessin et qui résume un petit peu la production d'ondes gravitationnelles par un système comme ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous avez vos deux trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre. On verra des exemples tout à l'heure. Donc ils tournent l'un autour de l'autre. C'est de la masse qui bouge, donc il y a production d'ondes gravitationnelles. Donc ça envoie des ondes gravitationnelles. Ça perd de l'énergie. Si ça perd de l'énergie, les deux trous noirs se rapprochent l'un de l'autre et puis en fait vont se mettre à tourner de plus en plus vite. Ça se montre facilement, c'est juste la mécanique newtonienne tout à fait simple. Donc au fur et à mesure, alors ça va durer très très longtemps, mais au fur et à mesure, ils se rapprochent de plus en plus, ils tournent de plus en plus vite, et puis il y a un certain moment où ils vont se toucher, et ils vont fusionner l'un avec l'autre, je vais y revenir un peu plus tard, ils vont fusionner l'un avec l'autre. Donc vous avez ici les trois aspects, la phase spiralante, où les deux trous noirs tournent autour de l'autre, et ça les dit spiralante parce qu'en fait ils se rapprochent, parce que, encore une fois, ils perdent de l'énergie sous forme d'ondes gravitationnelles, donc les systèmes perdent de l'énergie, et donc ils se rapprochent petit à petit, et ils tournent de plus en plus vite. Après la phase de fusion, c'est ce qu'on appelle en anglais le merger, et puis après, eh bien, ce système-là va un peu osciller, etc., avant de redonner un beau trou noir qui, à peu près, on va le voir, la masse des deux trous noirs initiaux. Et c'est ce qu'en anglais on appelle du joli nom de ring down, qui veut dire le baisser de rideau. Donc vous avez à peu près compris. Et donc on observe comme ça des ondes gravitationnelles. Donc à une époque, on montrait ce genre de diagramme. On va voir qu'on a des prédictions beaucoup plus précises. Donc c'est juste pour vous donner une idée, disons, mettre en scène un petit peu ces deux trous noirs qui tournent autour de l'autre. Quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est que, alors je vais supposer qu'ils sont de même masse, mais en fait c'est vrai aussi s'ils sont de masses différentes. Vous voyez que une fois qu'ils ont fait un tour par rapport à l'observateur ici, une fois qu'ils ont fait un demi-tour, eh bien, vous avez gravitationnellement le même système que vous regardez. Vous voyez, et donc, en fait, la fréquence des ondes gravitationnelles est directement reliée à la fréquence de rotation. Donc, si on voit la fréquence des ondes gravitationnelles, c'est-à-dire la fréquence à laquelle ça oscille, eh bien, on en déduit la fréquence de rotation des deux trous noirs. Et donc, si je vous ai dit que ça accélère, eh bien, la fréquence des ondes gravitationnelles va augmenter. Et vous verrez qu'il y a cet effet. Donc retenez que la fréquence des ondes gravitationnelles a un facteur 2 près qui est dû à vous voyez, cette demi-période là où ça tourne, et vous retrouvez à peu près le même système du point de vue de la gravitation. Eh bien, la fréquence des ondes gravitationnelles est directement liée à la fréquence de rotation. Quand vous verrez le signal, eh bien, vous pourrez lire tout de suite à quelle vitesse de rotation allaient les deux trous noirs.
Alors revenons aux trous noirs, et je vais quitter les trous noirs stellaires pour parler de quelque chose d'encore plus bizarre, mais qui, en fait, ce qui nous a convaincus, qu'est-ce qui nous a convaincus que les trous noirs existaient? Eh bien, en fait, c'est le trou noir au centre de notre galaxie. Alors, regardons ça d'un tout petit peu plus près. Ici, à gauche, vous avez le centre de notre galaxie. C'est un cliché radio. Je veux juste vous montrer que c'est assez animé de ce côté-là. Il y a pas mal d'émissions, ce qu'on n'associerait pas nécessairement avec un trou noir. Et puis, à droite, vous avez la position des étoiles tout près du centre galactique. Alors, rappelez-vous, la galaxie, c'est un genre de grande crêpe assez épaisse. Nous sommes un petit peu à l'extérieur, pas trop à l'extérieur, mais enfin, on n'est pas au centre. Et puis, c'est une galaxie spirale. On peut déterminer le centre géométrique. C'est la Croix-Rouge qui est ici. Et donc, on a fait des progrès. Et donc, on a réussi à mesurer très précisément la position des étoiles près de ce centre galactique. Alors, il faut que j'aille reprendre ça. Voilà. Alors, vous avez une date 1992 tout en haut. Et vous allez voir défiler la position dans un petit film qui a été reconstruit avec la position des étoiles depuis 1992, je crois, jusqu'à 2006. Alors, ça va vite. Voilà, donc vous voyez, regardez celle qui arrive d'en haut. Vous voyez, elle est repartie quasiment de l'autre côté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez une étoile qui part dans cette direction et puis qui d'un seul coup revient comme ça veut dire qu'elle a été rappelée à l'ordre par quelque chose de très massif qui l'a réattirée dans l'autre sens. Et donc, ça vous laisse entendre que juste là où il y a la croix rouge, eh bien, il y a un objet extrêmement massif. Maintenant, si on regarde, et en fait, quand on calcule, regarde, parce que c'est de la physique newtonienne, hein, on ne pouvait pas faire des observations du temps de Newton, mais sinon c'est de la physique tout à fait classique, on arrive à identifier une étoile de 3 millions de fois la masse du Soleil, ici, juste là où il y a la croix rouge. Alors, si vous regardez maintenant celle qui est tout en haut, ici, au-dessus vous voyez qu'on a étudié sa position de façon très précise, et on s'aperçoit que, en fait, cette étoile-là est passée à une unité astronomique de cette étoile supermassive. Unité astronomique, c'est la distance Terre-Soleil. Alors ça peut vous paraître beaucoup, mais la distance Terre-Soleil, c'est une distance planétaire de notre système planétaire. Là, on n'est pas, on est avec des étoiles, donc l'équivalent de notre Soleil, et en plus ça, au niveau de la galaxie, donc vous voyez que c'est une toute petite distance. Et en fait, on s'est convaincu avec ces observations-là que juste là où il y a la croix rouge, eh bien, il y avait un trou noir, alors cette fois-ci de 3 millions de masses solaires, donc un trou noir qui n'a rien à voir avec les trous noirs stellaires dont je vous parlais, qui a quelques masses solaires ou une dizaine de masses solaires. Donc un autre type de trou noir, et on s'est aperçu qu'en fait, presque au centre de toutes les galaxies, il y a un trou noir. Alors, pourquoi? Ça reste un mystère, on a quelques idées sur la formation, c'est probablement associé à la formation au début de l'étoile, de la galaxie, mais ça reste un mystère. Mais en tout cas, on est convaincu maintenant que les trous noirs existent, et en particulier parce que, pas loin de chez nous, si on peut dire, dans notre propre galaxie, il y a un trou noir absolument gigantesque, donc de 3 millions de masses solaires, et depuis, on a trouvé des trous noirs de plus de 3 millions de masses solaires, 10 millions et même plus. On s'attend jusqu'à 100 millions de masses solaires dans des trous noirs absolument énormes. Donc vous voyez que ce n'est pas du tout la même chose que la fin de vie des étoiles, c'est d'autres types de trous noirs, mais ça veut dire que d'un seul coup, jusque dans les années 2000, on mettait des guillemets quand on prononçait le mot trou noir. D'un seul coup, on s'est aperçu que les trous noirs, il y en avait énormément et un peu partout dans l'univers. Alors, un trou noir, donc, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a une notion extrêmement importante parce que pour comprendre ce qu'on a observé, c'est la notion d'horizon du trou noir. Donc un trou noir, c'est une singularité. Imaginez donc toute la masse qui se concentre en un seul point. Mais en fait, on ne sait pas si elle est concentrée en un seul point parce que quand la masse s'écroule comme ça gravitationnellement, elle développe ce qu'on appelle un horizon, qui est une surface, imaginez une surface sphérique autour de ce qui s'est écroulé, qu'on appelle l'horizon. Alors qu'est-ce que c'est que cet horizon? C'est une surface fictive, mais si vous traversez cette surface, donc rien ne vous indiquera que vous êtes en train de traverser la surface de l'horizon, mais une fois que vous l'avez traversée, vous ne pouvez plus revenir en arrière. La matière, donc à ce moment-là, tombe vers le centre, même la lumière tombe vers le centre, et donc on ne peut plus revenir en arrière pour expliquer ce qu'on a vu.
Par contre, et vous l'avez vu avec les étoiles qui circulaient autour du trou noir au centre de notre galaxie, vous pouvez tout à fait orbiter autour de ce trou noir tant que vous restez à l'extérieur de l'horizon. Donc c'est ce que vous avez vu, les étoiles, elles orbitaient, elles étaient à l'extérieur de l'horizon, donc c'est-à-dire que l'horizon de ce trou noir-là, il est inférieur à une unité astronomique, et ça tournait ça tournait gentiment autour de cet horizon de trou noir. Alors pour bien comprendre la notion d'horizon, j'aime bien prendre l'exemple de la chute d'eau. Donc la chute d'eau, ça va être mon horizon ici, non, ça va être mon trou noir, pardon. Et vous avez certainement déjà nagé dans une rivière et vous n'êtes pas préoccupé de savoir s'il y avait les chutes du Niagara au bout de la rivière, parce que vous imaginez que vous étiez assez loin. Donc effectivement, vous pouvez nager tranquillement si vous êtes à 50 km de la chute d'eau. Et puis, il y a un moment où vous allez franchir une ligne. Alors, si on est gentil, on vous a mis attention danger. Si on n'est pas gentil, on n'a rien mis du tout. C'est ce que j'ai appelé l'horizon du trou noir. Et une fois que vous avez franchi cette ligne, c'est raté. Même si vous êtes la meilleure nageuse ou le meilleur nageur du monde, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous n'allez pas pouvoir, vous allez certainement savoir ce qui se passe, pouvoir décrire la cascade parce que vous allez tomber dedans, mais vous ne pourrez pas revenir dire à vos amis qu'il y a une cascade. Et donc, ça veut dire qu'à un certain moment, vous avez franchi une ligne fictive, sauf si quelqu'un était gentil pour mettre le panneau, mais une ligne fictive, mais qui est bien réelle, puisqu'à ce moment-là, une fois que l'est franchie, vous ne pouvez pas revenir en arrière. C'est ce qu'on appelle l'horizon, à ce moment-là, de la cascade. Eh bien, l'horizon du trou noir, c'est la même chose. Personne ne va vous prévenir que vous traversez cette surface-là, mais une fois que vous l'avez traversée, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Et même le meilleur nageur du monde, la lumière, qui va à la vitesse la plus grande, enfin la vitesse maximale, ne peut plus revenir en arrière. C'est pour ça qu'on appelle ça un trou noir. Alors, en fait, un trou noir, en relativité générale, c'est un objet très simple. On dit qu'il est principalement caractérisé par trois choses. Sa masse. Et en fait, le rayon d'ailleurs de l'horizon est directement relié. Dès qu'on connaît la masse du trou noir, on connaît la taille de son horizon. Il peut tourner, il peut être en rotation, simplement parce que imaginez que si l'étoile au départ, par exemple, si je parle d'un trou noir stellaire, imaginez que l'étoile au départ était en rotation, et bien le trou noir va continuer de la masse en rotation derrière son horizon. Et donc c'est ce qu'on appelle un trou noir de Kerr à ce moment-là. Donc il a ce qu'on appelle un moment angulaire, c'est-à-dire qu'il peut être en rotation. Et puis éventuellement, il peut avoir même une charge électrique. Donc voilà les trois possibilités. Mais sinon, à part ça, c'est très simple, un trou noir. Alors, par contre, autour de ce trou noir, il se passe des choses beaucoup plus complexes. L'environnement du trou noir est assez complexe. Il peut y avoir de la poussière qui entoure le trou noir. En particulier, il peut y avoir aussi des jets de particules très violents. Vous voyez ici en fait un trou noir. Alors vous voyez que c'est très lumineux autour du trou noir. Pourquoi c'est lumineux? C'est seulement parce qu'il y a des effets qui se produisent à l'extérieur de l'horizon et qui émettent de la lumière. Donc c'est pas, vous voyez, le vrai trou noir, il est tapis derrière son horizon et au centre de cette tache lumineuse. La tache lumineuse, c'est simplement de la matière qui rentre en friction parce qu'elle tourne autour du trou noir et puis il se passe des choses qui émettent de la lumière. Donc tout ça pour vous dire qu'il se passe des choses très complexes autour du trou noir. Alors pourquoi il y a toute cette matière autour? Eh bien c'est parce qu'en fait, près du trou noir, il y a des effets de déformation qui ont lieu. Et donc s'il y a des étoiles qui passent, elles vont continuer à orbiter autour du trou noir, mais d'un autre côté, elles vont être déchiquetées par ces effets de déformation. Et c'est ça qui va créer toute cette matière qui tourne autour du trou noir. Et puis on pense qu'il y a des champs magnétiques, si le trou noir tourne, il y a des champs magnétiques qui vont faire qu'une partie de cette matière qui tourne va être recyclée sous la forme de jets. Donc c'est juste pour vous dire que autant le trou noir central, derrière son horizon, on pense que c'est un objet très très simple, qui est décrit par la relativité générale. Autour du trou noir, il y a des phénomènes extrêmement complexes qui se passent, qui nous ont permis de détecter ces trous noirs. Par exemple, ces jets de particules-là nous ont permis de détecter un certain nombre de trous noirs. Alors ça paraît bizarre qu'on détecte un trou noir par des choses qui l'émettent. Ce n'est pas le trou noir lui-même qui émet ça, c'est tous les phénomènes qui se passent autour. Alors, venons-en maintenant au détecteur d'ondes gravitationnelles, avant que je vous parle de notre observation, enfin ce n'est pas la mienne, mais de l'observation tout à fait récente
Alors, rappelez-vous comment c'est fait. Il faut qu'on voit des masses dont la distance varie. J'ai bien amplifié le mouvement là. Donc, imaginez que le cercle a une certaine longueur L, et puis ça se déforme de delta L. Donc, ça peut être 1 mètre. Imaginez un cercle des masses qui sont réparties sur un cercle de 1 mètre de diamètre. Ce qu'on appelle l'amplitude de l'onde gravitationnelle, c'est juste le rapport entre la taille de votre cercle, enfin non, plutôt les variations de distance et puis la taille de votre cercle. Et alors cette amplitude est extraordinairement faible. Alors j'ai obligé du coup d'utiliser des puissances de 10 parce que sinon il faudrait que je mette plein de zéros. Donc c'est de l'ordre de 10-21, c'est-à-dire 1 sur 1 et 21 zéros. Donc je vous laisse faire les comptes, milliardième, etc. de mètres. Si par exemple vos masses font 1 mètre, eh bien, la variation de distance, c'est 10-21 mètres, donc une distance absolument microscopique, inframicroscopique, enfin tout ce que vous voulez. Et c'est pour ça que c'était si difficile à découvrir ces ondes gravitationnelles, parce que, et c'est lié de nouveau, ce que vous voyez là, c'est que donc c'est un phénomène gravitationnel, et la gravitation, c'est vraiment une force faible, et vous voyez que ça bouge presque pas sous l'effet de ces ondes gravitationnelles, qui pourtant transportent beaucoup d'énergie. Alors, comment est-ce qu'on mesure des distances si faibles? Ça paraît complètement impossible au départ. C'est pour ça que je pense qu'Einstein s'est dit, de toute façon, ça ne sera jamais observé. Alors, à la fin du 19e, on a... alors, c'est pas avec un mètre étalon qu'on va mesurer ces variations de distance, mais à la fin du 19e, on a appris à quand même mesurer des toutes petites variations de distance, et on a utilisé pour ça la lumière. La lumière, c'est une vibration comme une autre, une onde, et ça a une longueur d'onde. Et la longueur d'onde, alors c'est pas 10-21 mètres, c'est une fraction de micron, mais c'est quand même quelque chose de petit. Et vous savez que probablement que la définition du mètre maintenant est liée directement à la longueur d'onde de la lumière. Et en fait, on a utilisé le phénomène d'interférence. Alors vous avez ici un exemple de phénomène d'interférence lumineuse. On inonde une planche avec 2 fentes, avec une lumière tout à fait cohérente, par exemple une lumière de laser. De l'autre côté, la lumière est réémise par les 2 fentes et en fait va se superposer. Et vous voyez ici à l'œil nu, c'est que voilà, les ondes vont se superposer, parfois de façon constructive, parfois de façon destructive. Et donc si on met un écran tout en bas là, eh bien, on va avoir des zones plus lumineuses et des zones au contraire où les 2 ondes se sont ont ce qu'on appelle interféré destructivement, et donc des zones beaucoup plutôt sombres. Alors, comment est-ce qu'on utilise ce phénomène d'interférence? Alors, comment dire, le phénomène lui-même, c'est-à-dire la taille des franges lumineuses et sombres, est directement relié alors, à la distance entre les 2 fentes et puis à la longueur d'onde de la lumière. Donc si on change le dispositif, eh bien, on va pouvoir par exemple mesurer la distance entre les 2 fentes. Alors ça est utilisé dans ce qu'on appelle un interféromètre, qui a été donc un instrument qui a été créé entre autres par Michelson à la fin du 19e siècle. Et vous savez probablement que ça a été utilisé pour montrer que la vitesse de la lumière était la même dans toutes les directions, qui est à la base un petit peu de la théorie de la relativité restreinte. Alors, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, vous avez de la lumière de laser qui était mise, vous voyez, à gauche. J'ai pris un interféromètre moderne comme ceux qui sont utilisés pour la détection des ondes gravitationnelles. Donc, c'est un laser ici. Vous avez la lumière qui est envoyée sur une face semi-réfléchissante. Et donc, il va se partager en 2, semi-réfléchissante. Ça veut dire qu'il y a la moitié de la lumière qui est réfléchie et l'autre moitié qui est transmise. Donc, il y a une partie du faisceau lumineux qui monte vers le haut, l'autre qui part dans ces directions-là. Il y a 2 miroirs, l'un qui est mobile, l'autre qui est fixe. Donc, elle revient dans ce sens-là, elle revient dans ce sens-ci. De nouveau, ça rencontre la face semi-réfléchissante. Il y a une partie de ce faisceau-là qui était mis dans ce sens-là, une partie de ce faisceau-là qui était mis dans ce sens-là. Et donc, ça se recombine. Et comme ça, de la lumière qui est issue de la même source qui se recombine, ça va interférer. En certains endroits, ça interfère de façon constructive, en d'autres endroits, ça interfère de façon destructive, et donc vous avez ce qu'on appelle une figure d'interférence. Si le faisceau est cylindrique, vous avez un faisceau, voilà, des tâches comme ceci qui sont... Alors, pourquoi est-ce que c'est utilisé comme instrument de mesure de distance, de longueur? Eh bien, c'est simplement parce que en fait, la figure d'interférence dépend
de la différence de trajet entre le faisceau qui est allé là et qui est revenu, et le faisceau qui est monté et qui est revenu. Et donc vous voyez que, et alors suivant, si c'est exactement la même distance, si vous allez avoir une certaine figure d'interférence, si ça change un tout petit peu, d'une fraction de longueur d'onde, et bien à ce moment-là, vous allez voir la figure d'interférence qui bouge, vous allez voir une frange obscure qui est remplacée par une frange lumineuse, et ainsi de suite. Et donc on peut mesurer, alors dans l'interféromètre de Michelson, il y a un miroir qui est mobile, l'autre qui est fixe, et puis on va bouger un tout petit peu le miroir mobile, et on va voir défiler des franges d'interférence, c'est-à-dire une frange lumineuse remplacée par une frange obscure, et ainsi de suite. Alors vous voyez que ça permet comme ça de mesurer des distances ultra faibles, et en fait, comme ce phénomène est un phénomène ondulatoire, ça dépend, l'échelle maintenant de distance, ça va être la longueur d'onde de la lumière. Alors voici Michelson, vous voyez, qui est en train de regarder, de compter les franges d'interférence, et voici alors à l'époque, ça tenait sur une table, c'est l'interféromètre de Michelson et Morley en 1887 qui a permis, en le déplaçant dans plusieurs directions, de vérifier que la vitesse de la lumière est la même dans toutes les directions. Alors, c'est ça qu'on va utiliser aussi bien au sol que dans l'espace, c'est ça qu'on va utiliser pour mesurer ces toutes petites variations de distance dont je parlais. Alors, revenons sur le type, quelle taille maintenant pour cet interféromètre? Alors, cette image va nous être très utile parce que je vous ai dit que ça ressemble beaucoup aux perturbations qu'on fait quand on lance une pierre dans de l'eau, donc utilisons cette comparaison parce qu'elle est assez utile. Alors, vous remarquez quelque chose sur cette photo, elle est relativement précise, et vous voyez que la taille de la goutte est à peu près la taille entre deux crêtes de vague, ce qu'on appelle la longueur d'onde en fait. Donc vous voyez ici, j'ai pris deux crêtes de vague et la taille est relativement du même ordre que la taille de la goutte. Alors, ça veut dire que si vous jetez une grosse pierre dans l'eau, eh bien vous allez avoir des vagues dont la taille entre deux crêtes va être à peu près de la taille de la grosse pierre que vous avez lancée. Si vous avez un petit gravier, ça va être des vaguelettes avec une longueur d'onde beaucoup plus faible. Donc c'est exactement la même chose dans l'univers. De la masse qui se déplace quelque part, une explosion cosmique, la taille du site cosmique va vous donner à peu près, tout à l'heure j'ai expliqué l'histoire de la fréquence, mais la taille va vous donner à peu près la longueur d'onde associée. Alors maintenant, si vous voulez détecter donc imaginez que c'est une onde gravitationnelle qui se déplace, votre détecteur, il n'a pas intérêt à être beaucoup plus petit que la longueur d'onde parce qu'il ne va pas faire grand-chose, il ne va pas voir grand-chose. Il n'a pas intérêt non plus à être beaucoup plus grand. Vous voyez qu'ici, c'est des petites vaguelettes. Si vous avez un détecteur d'1 mètre, il ne va rien mesurer. Donc ça veut dire que votre détecteur, il doit être à peu près de la taille de la longueur d'onde que vous voulez observer, et la taille de la longueur d'onde que vous voulez observer, lors de la taille du site cosmique où s'est passée cette explosion. Donc ça vous donne la taille du détecteur. Donc typiquement, on peut faire des calculs plus précis, mais typiquement, pour les trous noirs ou les étoiles à neutrons ou les trous noirs stellaires dont je vous parlais, les tailles en jeu, c'est quelques centaines, quelques milliers de kilomètres. Donc il nous faut un détecteur de quelques milliers de kilomètres. Alors, je vous parlerai tout à l'heure des gigantesques trous noirs qui sont au centre des galaxies. On va voir qu'il y a des galaxies qui rentrent en collision les unes avec les autres. Et à ce moment-là, ces gigantesques trous noirs vont former un système binaire de trous noirs qui va tourner l'un autour de l'autre. Et cette fois-ci, la taille typique, c'est quelques millions ou quelques dizaines de millions de kilomètres. Donc à cela ne tienne, on va avoir des détecteurs de quelques dizaines de millions de kilomètres. C'est la série Les physiciens rêvent, donc rêvons. Et donc effectivement, donc ça donne vous voyez, suivant le type de trou noir que vous allez étudier, eh bien, vous allez avoir des détecteurs tout à fait différents. Dizaines de millions de kilomètres sur Terre, c'est un peu compliqué à placer, donc on ira dans l'espace et ça va être la mission LISA dont je vous parlerai tout à la fin. Alors, commençons par les petits détecteurs, ceux pour lesquels on a besoin de quelques milliers de kilomètres. Alors en voilà. C'est par exemple le détecteur LIGO, celui qui a fait l'observation. Alors c'est l'un des détecteurs de LIGO, puisque vous savez probablement qu'il y avait deux détecteurs et qui observaient en coïncidence. Donc ça, c'est celui qui est en Louisiane, dans la ville de Livingstone. Et en fait, il a une taille de 4 km. Et puis vous avez à droite le détecteur Virgo, près de Pise, qui a une taille de 3 km. Alors vous avez promis 3000 km, et puis je délivre juste des détecteurs avec 3 km.
On reviendra là-dessus, il y a toute une série enfin voilà où ils sont placés aux États-Unis. Livingstone est en Louisiane, Hanford est dans l'État de Washington, donc sur la côte ouest, et puis Virgo est là, il y a un détecteur allemand qui s'appelle Geo. Voilà les principaux détecteurs, et puis il y a un détecteur en construction au Japon, donc c'est pour vous donner un petit peu l'ensemble des détecteurs. Alors, comment est-ce qu'on fait pour passer de 4 km à 3000 km? Eh bien, il y a une astuce tout à fait géniale. On rajoute, vous voyez là, regardez, donc c'est de nouveau l'interféromètre de Michelson-Morley, mais on a rajouté sur le trajet, sur les deux trajets, une lampe semi-réfléchissante. Donc, si vous suivez le trajet horizontal, là, donc il rencontre la lame semi-réfléchissante qui est inclinée. Donc, la moitié monte vers le haut, l'autre moitié part par là. Et vous voyez qu'après, il va traverser la lame semi-réfléchissante, aller sur le miroir, revenir, mais il y a une partie qui ressort et puis l'autre partie qui est réfléchie par la lame semi-réfléchissante. Et donc, il va y avoir des allers-retours qui sont faits comme ça. Et en définitive, la lumière en moyenne n'aura pas, donc après c'est une moyenne évidemment, n'aura pas juste franchi 3 km, mais aura franchi de l'ordre de 3000 km, simplement parce qu'une bonne partie des photons en fait, vont faire des allers-retours. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir la bonne taille de détecteur, sans aller faire des détecteurs de 3000 km, ce qui aurait été un peu compliqué. Donc c'est grâce à ça. Évidemment, il faut être sûr. Alors, oui, donc, quel est le principe d'abord? Alors, imaginez maintenant qu'une onde gravitationnelle vient de vous et traverse l'écran comme ceci. Mais on a vu que les déformations, c'est comme ceci. D'un seul coup, ici, ça se rapproche pendant que ici, ça s'éloigne. Et puis à l'inverse, ça va se rapprocher dans ce sens-là, et puis ça va s'éloigner dans ce sens-là. Donc vous voyez que les longueurs des bras changent. Et si les longueurs des bras changent, eh bien, tout en bas, où on regarde la figure d'interférence va bouger. Et donc c'est ça que les gens mesurent, c'est les petits changements de figure d'interférence. Donc une frange lumineuse qui est remplacée par une frange obscure, et ainsi de suite. Alors, qui sont dus, si possible, aux ondes gravitationnelles. Alors évidemment, il y a toutes sortes d'autres sources, et donc il faut lutter contre ça. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Par exemple, vous pourriez avoir ici le miroir de droite qui est soumis à un petit tremblement de terre. Alors, parce que ce coup, il va se mettre à vibrer, il ne faudrait pas que vous preniez ça pour une onde gravitationnelle. Donc il y a toutes sortes de choses qui sont faites, extrêmement complexes, c'est pour ça qu'on a mis autant de temps à développer ces instruments. Entre autres, en fait, les miroirs sont suspendus à des grandes suspensions comme ça qui amortissent toutes les vibrations jusqu'au niveau qu'on veut atteindre pour avoir la précision. Donc il peut y avoir des ondes sismiques, mais au premier ordre, elles vont être supprimées. Alors on n'arrive pas complètement, c'est pour ça que ça travaille dans une certaine bande de fréquence, c'est-à-dire qu'au point de vue fréquence, ça travaille de 10 Hz à 1000 Hz, donc des ondes qui se répètent toutes les dixièmes de seconde jusqu'à tous les millièmes de seconde. Donc on travaille dans cette bande de fréquence. En dessous, eh bien, on n'arrive même pas, donc il y a toujours des ondes sismiques à des fréquences plus basses, mais on n'arrive pas à s'en débarrasser, donc on ne peut pas faire de mesure. Donc il faut bien voir que ces instruments-là travaillent dans une certaine bande de fréquence, donc on va pouvoir ne trouver des ondes gravitationnelles que dans avec une certaine fréquence. Et donc rappelez-vous que la fréquence, c'est lié à la fréquence de rotation, par exemple, des trous noirs, et donc voilà, on peut travailler dans une certaine bande de fréquence. Alors voilà les sensibilités, bon, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais en fait on a atteint dans les années 2005 6 milliards de fois mieux que Michelson-Morley en 1887. Il y avait eu plus de 100 ans entre les deux quand même, et ça vous montre les progrès qui ont été faits. Et même avec cette précision-là, on n'a pas réussi à trouver des ondes gravitationnelles. Il a fallu reprendre les détecteurs et améliorer encore, c'est-à-dire se débarrasser de toutes les sources possibles de ce qu'on appelle les bruits, c'est-à-dire toutes les perturbations possibles, pour aller à ce qu'on appelle les détecteurs avancés, comme c'est pour ça qu'on parle de Advanced LIGO et Advanced Virgo, qui sont les versions avancées, qui sont encore plus, qui ont à peu près une sensibilité 10 fois meilleure, donc voilà, 60 milliards de fois mieux que Michelson-Morley en 1887, alors, le détecteur américain a redémarré en septembre et le détecteur européen, Virgo, devrait redémarrer un an plus tard à peu près. Donc il ne fonctionnait pas au moment, il était en période de réajustement et de mise à niveau, si on peut dire.
Alors, on en vient à la découverte maintenant. On a vu ce que c'était que les ondes gravitationnelles, ce qui produisait les ondes gravitationnelles et quels étaient les instruments. Et je reviendrai sur les instruments dans l'espace, mais donc vous voyez que la méthode utilisée, c'est l'interférométrie, donc ce sont ces types de détecteurs-là. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé il y a 1,3 milliard d'années? Donc là, on rentre. Alors c'est assez étonnant parce que même pour quelqu'un un théoricien comme moi qui travaille sur des sujets comme ça depuis longtemps, jusqu'à maintenant, ça ressemblait un peu à la science-fiction. Et de se dire qu'on a observé, vous allez voir, je vais essayer de rentrer un petit peu dans les détails de ce qu'on a observé. Donc, de parler d'espace-temps qui bouge comme ça, qui se déforme, etc. Il y a une chose de le dire, il y a une autre chose de l'observer, et c'est finalement ce qu'on a observé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a 1,3 milliard d'années? Eh bien, quelque part, dans une certaine direction, on ne sait pas exactement la direction, mais enfin, on a une petite idée du coin du ciel, mais on reviendra peut-être là-dessus dans les questions. Deux trous noirs étaient en rotation l'un autour de l'autre, c'est la source que je vous ai montrée tout à l'heure. Alors, ils étaient en rotation depuis longtemps. Donc il y a très longtemps, ils tournaient depuis longtemps, c'est un système binaire, ils ont petit à petit sont rapprochés, et puis jusqu'à être très très près l'un de l'autre. Et à ce moment-là, c'est là où les détecteurs les ont attrapés, enfin les ont attrapés 1,3 milliard d'années plus tard. Donc voyons un petit peu ce qui s'est passé il y a 1,3 milliard d'années. Et je vais vous montrer une... Alors ça c'est une simulation qui a été d'ailleurs montrée dans la conférence de presse aux États-Unis, à Washington. Donc ces deux trous noirs tournent l'un autour de l'autre. Vous voyez à peu près les horizons là. Donc vous voyez toutes sortes d'effets un peu. C'est pas que toutes ces étoiles bougent beaucoup, c'est que les effets de distorsion de la lumière sont tels que. Donc ça se rapproche, ça se rapproche. On va voir qu'en fait on a récupéré le signal vraiment dans la dernière phase. Et puis, hop, d'un seul coup, vous avez vu, les deux trous noirs, les deux horizons des trous noirs se sont touchés, et ça a formé qu'un seul trou noir. Voilà, et donc à la fin, il n'y a plus qu'un seul trou noir. Alors, voilà un diagramme qui est dans le papier de découverte. Alors, qui vous donne les trois phases. Alors regardez d'abord tout en haut, ça c'est juste un dessin. Vous avez la phase spiralante, donc qui se rapproche petit à petit, etc. Et puis il y a un moment où ils vont, les deux horizons vont se toucher, c'est ce qu'on appelle la fusion ou la coalescence des deux trous noirs. Et puis à ce moment-là, vous voyez que l'horizon, il a une forme un peu patatoïde. Et donc ce qui va se passer, c'est que cet horizon, alors ça va osciller, un petit peu comme si vous aviez deux gouttes de mercure qui se touchent. Au début, ça oscille, etc. Puis finalement, ça va se stabiliser un horizon tout à fait standard. Et il y a l'énergie qui a été relâchée. Dans le cas de gouttes de mercure, ça serait sous forme de chaleur. Ici, c'est sous forme d'onde gravitationnelle, donc c'est normalement quelque chose qu'on peut voir aussi. Alors, c'est ce que vous voyez sur le diagramme du dessous. Regardez, donc ça, c'est la prédiction. Donc ça, c'est la prédiction théorique sur l'onde. Donc, en fait, c'est sur les déplacements, si vous voulez. Hein. C'est des déplacements qu'on mesure. Donc, au début... donc maintenant vous pouvez suivre, donc la fréquence d'oscillation est directement liée à la fréquence de rotation, il y a juste un facteur 2 entre les deux, donc vous voyez ça, et puis vous observez deux choses, vous observez que la fréquence augmente, vous voyez qu'au début ça oscille comme ça, et puis après ça commence à osciller plus. Alors ça, c'est justement dû au fait que quand ils se rapprochent l'un vers l'autre, eh bien, ils vont de plus en plus vite. Donc la fréquence de rotation augmente et donc la fréquence de l'onde gravitationnelle augmente. Et puis vous avez ce signal comme ça ici, ce battement très rapide au moment de la fusion. Alors c'est un signal intéressant parce que ce qui est à gauche, les premières oscillations, ça fait un certain nombre d'années qu'on sait les calculer. Parce que les deux trous noirs sont près l'un de l'autre, mais pas si près que ça, donc on peut faire des calculs théoriques relativement simples. Maintenant, quand les deux trous noirs se touchent, près de l'horizon d'un trou noir, la gravité est fantastique. C'est-à-dire que la gravité, je vous ai dit que c'est la force la plus faible, mais tout près de l'horizon d'un trou noir, la gravité, l'attraction gravitationnelle est absolument énorme.
Et en fait, on ne sait plus calculer les choses. Alors, quand on ne sait plus calculer, parce que nous, ce qu'on fait souvent, c'est la théorie des perturbations, ce qu'on appelle, quand on ne sait plus calculer parce que ça interagit trop fortement, on met les équations sur ordinateur et puis on essaye de calculer numériquement. Alors c'est ce que les gens essayaient de faire, mais c'est un système extrêmement complexe et pendant des années, les gens n'ont pas su calculer numériquement, même en mettant sur des ordinateurs. Les ordinateurs n'étaient pas assez puissants. Dans les années 1990, les Américains ont même dit que c'était le grand défi, ça s'est appelé à l'époque The Grand Challenge. Ils ont mis toutes les équipes qui travaillaient là-dessus, ils leur ont donné des moyens énormes de calcul. Et puis, malheureusement, à la fin des années 90, ils n'avaient toujours pas réussi à calculer ce signal que vous voyez ici, donc à prédire les choses. Et puis, de façon étonnante, en 2005, alors peut-être parce que les ordinateurs avaient augmenté de puissance, ils augmentent tellement rapidement de puissance, aussi parce que les gens ont trouvé d'autres méthodes de calcul. Il y a un premier physicien, théoricien américain, qui a fait le premier calcul de la fusion de trous noirs. Et puis après, plein d'équipes ont réussi à faire des prédictions. Donc de nos jours, en faisant ce qu'on appelle la relativité numérique, c'est-à-dire la relativité où on met les équations sur ordinateur, on arrive à calculer ça, et ça c'est la prédiction théorique de la relativité numérique. Et puis vous voyez après des petites oscillations pour terminer, eh bien ça c'est l'horizon du trou noir final, qui est un truc un peu biscornu, et il va avoir des oscillations caractéristiques, on appelle ça des modes quasi-normaux, et puis ça va osciller un petit peu. L'information part sous forme d'onde gravitationnelle, donc c'est ce que vous voyez là. Et puis après, le système se calme. Et, donc ça, ce que je vous montre, donc ça, c'est le signal, si vous voulez, il y a 1,3 milliard d'années. Ça, c'est ce qu'on verrait dans nos détecteurs, c'est la prédiction. Et depuis, disons, les années 2010 à peu près, on a des prédictions très précises sur la forme du signal. Et puis en dessous, vous voyez deux choses. Alors il faut regarder un peu en plus en détail, mais ça vous donne la distance entre les trous noirs quand vous commencez à capter le signal. Et en fait, cette distance, c'est de l'ordre de la taille de l'horizon, puisqu'en fait, on les voit que quand ils s'approchent extrêmement près. Et la taille de l'horizon de l'objet final, c'est à peu près 200 km. Donc vous voyez, on récupère les objets très, très tardivement, quand ils sont tout près l'un de l'autre, à quelques centaines de kilomètres. Ça vous montre que, je veux dire, le genre de masse c'est vraiment quelque chose de... Et la vitesse, vous avez la vitesse, eh bien, alors, vous voyez, en fait, là-bas, donc la fusion est ici, dans la prédiction, tout ça ne dure qu'une demi-seconde, hein, à peu près. Vous voyez, 0 seconde, 0,45 secondes, donc c'est à peu près une demi-seconde. Hein, donc ça va à toute vitesse. Et pendant cette demi-seconde, la vitesse est passée de 1 tiers, donc on mesure la vitesse de rotation à partir de la fréquence des ondes gravitationnelles. La vitesse de rotation de ces deux trous noirs, c'est 1 tiers de la vitesse de la lumière, donc ça va à une vitesse absolument faramineuse, et ça se termine à la moitié de la vitesse de la lumière, en à peu près, on va dire, 20 millisecondes, 0,2 secondes. Donc c'est un événement tout à fait étonnant, et ça ressemble vraiment à de la science-fiction. Alors, les gens ont fait des calculs, mais on fait aussi des simulations. Donc ça, c'est une simulation qui a été aussi présentée le jour de la conférence de presse. Voilà, les deux, et voilà les ondes gravitationnelles qui sont produites. On ne va pas voir quand ils sont encore, je vais vous prévenir, parce que moi je suis un peu plus près, quand ils sont encore un petit peu loin l'un de l'autre. Et voilà, et là, tant qu'ils se rapprochent, voilà, et là, c'est ce qu'on appelle les modes quasi-normaux, c'est-à-dire les dernières, ça c'est les oscillations du trou noir. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, alors le 14 septembre, donc 1,3 milliard d'années plus tard, le 14 septembre 2015, ils observent un signal à Livingstone, en bas, et 7 millisecondes après, un signal dans le détecteur de Hanford, et donc c'est ce qu'on va voir. Alors voilà les signaux. Alors commencez par regarder à droite, le truc qui est tout en haut. Ce qui est tout en haut, en bleu, c'est le signal qui est dans le détecteur, qui a été vu. Donc en gros, c'est les variations de distance observées par interférométrie qui sont vues dans le détecteur de Livingstone en Louisiane.
7 millisecondes après, vous avez un signal qui apparaît dans le détecteur de Hanford, et en fait, ils vous ont recollé, ils vous ont remis le signal de Hanford sur celui de Livingstone, et vous voyez que ça correspond très très bien. Donc, très vite, la chaîne de détection, parce que c'était hors du bruit de fond, ce qu'on appelle parce qu'il y a toujours un petit peu de bruit de fond dans les détecteurs, c'est complètement hors du bruit de fond. Vous avez une idée du bruit de fond tout au début du signal, par exemple. Donc, très vite, les chaînes d'analyse se mettent en marche automatiquement. Et vous avez ici, en grisé, gris clair, vous avez la construction du signal, c'est-à-dire qu'il y a des chaînes d'analyse qui fonctionnent toutes seules et qui, à partir du moment où ça commence à sortir que ça se met à osciller hors des petites oscillations qui apparaissent en permanence, eh bien, donc c'est ce que vous voyez en grisé dans le truc du bas. Et ce que vous voyez en bleu, c'est la prédiction que je vous ai donnée juste avant, c'est-à-dire la prédiction théorique sur le signal. Donc vous voyez que très vite, dans les heures qui ont suivi, les physiciens étaient à peu près convaincus qu'ils avaient vu, parce que c'est quand même, l'accord est absolument incroyable. Alors là, la prédiction théorique est faite pour, il y a quand même des paramètres, un trou noir de 29 masses solaires et un trou noir de 36 masses solaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 1,3 milliard d'années, il y a deux trous noirs qui sont rentrés en collision, et en fait, ça a distordu l'espace-temps. Tout ça s'est propagé pendant 1,3 milliard d'années. Vous voyez que ça n'a quasiment pas bougé, hein, puisque le signal finalement qu'on observe est aussi simple que ce qui est prédit, donc on a prédit ça. Et puis donc c'est arrivé sur Terre le 14 septembre, et donc ça a été observé. Donc c'est là où la science-fiction rencontre la réalité, dans le sens où c'est très difficile de s'imaginer un espace-temps comme ça qui est élastique, mais c'est encore plus difficile de s'imaginer que vraiment on arrive à prédire tout ça et à l'observer. Alors j'ai mis, ça c'est dans le papier aussi, un truc intéressant. Donc ça, c'est les masses. Alors je vous ai mis le papier exactement, généralement on ne montre pas, c'est en anglais, c'est la masse du premier trou noir, la masse du deuxième trou noir et la masse du trou noir final. Je vous ai mis ça parce qu'il faut bien se rendre compte qu'il y a des barres d'erreur quand même. C'est pas, quand je dis 29 et 36, c'est 29 à quelques masses solaires près, 36 à quelques masses solaires, c'est une observation, donc il y a évidemment des barres d'erreur associées. Si vous faites le total quand même de 39 et 26, vous allez trouver 65, et l'objet final n'a que 62 masses solaires. Donc ça veut dire, et on peut le vérifier d'autres façons, qu'il y a 3 masses solaires qui ont disparu. Alors où est-ce qu'elles sont passées? Elles sont passées sous forme d'ondes gravitationnelles. Donc ces ondes gravitationnelles qui nous affectent à peine transportent une énergie absolument colossale. C'est Kip Thorne, justement, le spécialiste des trous noirs, qui disait à la conférence de presse aux États-Unis que ces 3 masses solaires, donc cette énergie portée par cette sonde gravitationnelle qui est passée presque inaperçue le 14 septembre, c'est autant d'énergie que toutes les étoiles de tout notre univers nous envoient sous forme d'énergie lumineuse. Donc c'est des énergies absolument colossales qui sont transportées par ces ondes gravitationnelles qui pourtant ne nous affectent pas. Je vais juste terminer en vous parlant un petit peu de ce qui se passe dans l'espace, ce qui était en partie le sujet d'ailleurs de la conférence initiale, mais j'ai pensé quand même qu'il fallait passer du temps sur la découverte. Alors dans l'espace, il va se passer des choses tout aussi... alors je vous ai dit, je vous avais promis un détecteur avec de l'ordre de 10 millions de kilomètres. Donc c'est le détecteur LISA, c'est là-dessus que moi je travaille. Donc c'est un détecteur, donc ce sont 3 satellites qui seront envoyés aux alentours de 2030. Vous voyez ces 3 satellites qui sont en orbite autour du Soleil et qui suivent la Terre. Et ils fonctionnent en constellation, c'est-à-dire qu'en fait, ils suivent chacun un orbite différent autour du Soleil, mais les orbites ont été choisies de telle façon à ce que le triangle se déforme à peine. Et donc, vous voyez, comme ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va mesurer les variations de distance entre ces satellites. Alors, ces satellites sont à une distance de 5 millions de kilomètres, et on va mesurer des variations de distance de 1 picomètre, c'est-à-dire 10-12 mètres. Donc, ça paraît complètement phénoménal. En fait, c'est beaucoup moins difficile que ce qu'ont fait les expérimentateurs de Virgo ou de LIGO, qui mesurent des variations de distance encore beaucoup plus faibles, variations relatives de distance.
Alors voilà, donc c'est ce que je disais, vous voyez, 3 satellites, distance de 5 millions de kilomètres, et donc ils échangent des rayons laser entre, c'est la guerre des étoiles version onde gravitationnelle. Et alors quel type d'événements ils vont regarder? Alors c'est tout aussi fascinant. Alors on s'intéresse à des événements cosmiques beaucoup plus importants que la coalescence de 2 trous noirs qui pourtant, vous avez vu le genre d'énergie que ça génère. Ce qu'on s'intéresse, c'est à la coalescence de 2 trous noirs, la fusion de 2 trous noirs supermassifs. C'est-à-dire que cette fois-ci, les trous noirs avec quelques millions ou quelques dizaines de millions de masses solaires. Alors voilà une petite simulation qui va vous donner une idée du genre d'événement qu'on veut regarder. Voilà, donc c'est 2 galaxies spirales qui rentrent en collision. C'est ce qui nous arrivera probablement avec Andromède dans quelques milliards d'années. Donc chaque point lumineux est une étoile. Alors on zoome très vite sur le truc. Vous voyez ici les 2 trous noirs. Maintenant, vous connaissez bien les systèmes binaires de trous noirs, sauf que ça, chacun des deux a quelques millions de masses solaires. Ils sont entourés de toute leur matière, leur disque d'accrétion, etc. Bon, ça s'accélère dans les dernières phases parce que ça émet des ondes gravitationnelles. On les observe avec le satellite, la mission LISA, et vous allez voir, voilà. Et là, c'est fusion des 2 trous noirs, et de nouveau, mode quasi normaux. Donc c'est exactement la même chose, mais avec un événement beaucoup plus énergétique, puisque là, on risque de lâcher dans l'univers quelques millions de masses solaires. Je vous rassure, on compte que la mission LISA verra ces événements quelques fois par an ou quelques dizaines de fois par an, donc ça nous arrive en permanence. Mais ces ondes gravitationnelles sont tellement difficiles à détecter que ça ne nous affecte pas du tout. Mais l'énergie est beaucoup plus colossale encore que l'énergie dont je vous parlais. Alors un autre événement qui va être observé par cette mission spatiale, alors ça marie les petits trous noirs et les gros trous noirs. Alors c'est mon événement préféré, celui-là. Imaginez que vous êtes au centre d'une galaxie, il y a un super trou noir de masse, quelques millions de masses solaires, et puis il y a des étoiles qui gravitent autour. Vous avez vu tout à l'heure ces étoiles qui tournaient, et certaines des étoiles ont fini en trous noirs. Donc il y a des petits trous noirs qui tournent autour de ce grand trou noir. C'est ce que cette figure est censée représenter. C'est ce qu'on appelle en jargon un émery. Donc c'est une phase spiralante, un petit trou noir qui tourne autour de ce grand trou noir. Et en fait, alors pourquoi c'est intéressant de voir un petit trou noir qui tourne autour d'un grand trou noir? Eh bien parce qu'un petit trou noir, il n'est pas déchiqueté, parce que c'est un truc super compact, tout petit et très compact. Donc c'est comme une particule qui tourne autour, et lui, il n'est pas déchiqueté par l'attraction gravitationnelle, donc il va s'approcher extrêmement près. Alors en fait, vous avez une représentation ici à la fois de l'onde qu'on va observer, et puis en fait, en quelques mois, il va tourner à peu près 100 000 fois autour du grand trou noir. Alors c'est fantastique parce qu'il va tourner, donc c'est ce que j'appelle le futur voyage vers l'horizon du trou noir, où les physiciens vont faire mieux que les films de science-fiction. Parce que ce petit trou noir, il va tourner 100 000 fois, et évidemment, il perd de l'énergie sous forme d'onde gravitationnelle, donc en fait, il va nous envoyer toute l'information. Donc c'est vraiment un arpenteur de l'horizon du trou noir. Donc il va tourner comme ça, et en permanence, pendant plusieurs mois, nous envoyer de l'information sur ce qu'il observe, d'une certaine façon, et sur la géométrie d'espace-temps tout près du trou noir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose... Vous avez vu que ça se passait très vite dans le cas précédent. Là, on a quelques mois pour tout mesurer de façon très détaillée. Et puis au fur et à mesure, évidemment, qu'il perd de l'énergie, il se rapproche de l'horizon, et puis il y a un moment où il va disparaître derrière l'horizon. Alors j'ai un petit... je ne sais pas si on va l'entendre, on va essayer. Je vais vous mettre le son à fond parce que on a transformé ça en onde sonore. Alors je ne sais pas si on va l'entendre. Non, ben éventuellement j'essaie de le passer pendant les questions. Et ce qui est le plus passionnant de tout ça, c'est qu'on voit du signal et puis il y a un moment où on s'attend à ce que le signal disparaisse. Et ça sera le signe qu'il y a vraiment un horizon, parce que je vous parle d'horizon des trous noirs, mais on n'a pas de preuve qu'il y a un horizon. On commence à en avoir quand on commence à voir que les calculs nous donnent bien les bonnes choses, mais là on verra vraiment un objet disparaître dans l'horizon et nous envoyer des informations jusqu'à ce qu'il soit passé de l'autre côté de l'horizon. Alors, le détecteur, j'ai oublié de le dire, mais c'est aussi un interféromètre. C'est pour ça qu'il y a des rayons laser entre... donc en fait, vous avez 3 satellites, donc vous avez 2 bras que je peux utiliser comme ça, c'est un interféromètre de Michelson numéro 1, 2 bras comme ceci, un interféromètre de Michelson numéro 2, et 2 bras comme ceci, un interféromètre de Michelson numéro 3.
Le plus difficile, ce n'est pas le picomètre de précision sur une distance de 5 millions de kilomètres. Le plus difficile, c'est d'être sûr qu'on est en train de mesurer des distances entre des objets qui sont soumis qu'à la force gravitationnelle. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas la distance entre les satellites qu'on mesure, c'est la distance entre des masses qui sont à l'intérieur des satellites. C'est ça qui est compliqué. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'au centre de chaque satellite, il y a une masse, une petite masse test, et c'est celle-là qui est en orbite autour du Soleil. Donc il va tourner autour du Soleil, et en fait, le satellite va protéger la masse de toutes les perturbations. Il y a des micrométéorites qui passent, il y a le vent solaire, il y a des radiations, etc. Et le satellite, lui, se repositionne autour de la masse et la protège de tout ce qui se passe. Et c'est ça qui va être testé dans une mission spatiale qui a été... Alors, il se trouve que l'actualité est extrêmement riche, c'est la mission qu'on appelle LISA Pathfinder, qui a été lancée le 3 décembre dernier, et qui est juste en train de se réveiller, si on peut dire. Elle est arrivée sur site, et elle va tester ce principe. Voilà LISA Pathfinder, c'est en fait un bras de LISA, mais au lieu que ce soit 5 millions de kilomètres, c'est 30 cm. Donc vous avez une masse ici, c'est des petites masses de quelques centimètres en or platine, une autre masse un peu plus loin, et puis vous voyez un banc optique très compliqué, on émet des rayons laser entre les deux, et on va mesurer les distances, et on va essayer de vérifier qu'effectivement, au moins l'une de ces masses flotte complètement et est protégée par le satellite de toutes les perturbations. Alors, voilà une masse, par exemple, ici, juste prête à enrober pour... Et en fait, cette masse est dans une cage qui repère la position du satellite par rapport au satellite. Donc au centre du satellite, vous avez cette cage ici, et à l'intérieur de cette cage, vous avez la masse. C'est vraiment quelques millimètres, la masse est à quelques millimètres de chaque paroi de la cage. Et il y a eu un événement important qui date d'avant-hier, c'est que il y a un problème compliqué pour cette mission, c'est que quand vous lancez la mission, vous savez certainement, vous avez dû voir des lancements de mission, ça vibre dans tous les sens, etc. Alors si on laissait une masse en or platine à l'intérieur de cette cage-là, toute seule, sans la fixer, eh bien, il y aurait des gros dégâts. Donc il faut la fixer de façon très forte, pour qu'elle surtout elle ne bouge pas au moment des vibrations du décollage. Et puis après, il faut... Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gros doigts métalliques qui viennent se positionner tout autour de la masse et qui la bloquent. Alors après, la difficulté, c'est que, rappelez-vous, la masse, elle est coincée dans cette petite cage. Après, il faut enlever, donc il y a, je crois, 12 doigts métalliques qui viennent se fixer. Mais alors après, il faut arriver à enlever les doigts métalliques et la lâcher et qu'elle reste flotter au milieu de sa cage. Et en fait, pendant longtemps, on n'a pas su faire ça. C'est pour ça que ça a retardé même la mission, tout simplement parce que si vous bloquez quelque chose très violemment, eh bien, il y a l'adhérence qui se produit, et après, vous n'êtes pas là-haut pour tirer la masse d'un côté, les doigts de l'autre. Donc finalement, on a trouvé un mécanisme où il y avait 12 gros doigts qui venaient, et puis donc la semaine dernière, il y a 2 petits doigts beaucoup plus minces qui sont venus se fixer sur la masse pour la positionner. On a retiré et on a tiré fort pour lutter contre l'adhérence les 12 doigts. Pendant une semaine, c'est resté en équilibre sur ces 2 petits pinceaux comme ça, enfin petits doigts métalliques. Et puis lundi et mardi, pour chacune des 2 masses, on a retiré les petits doigts métalliques. On a récupéré juste avec des forces, des tout petits champs électromagnétiques, la masse qui maintenant, depuis 2 jours, flotte à l'intérieur de leur cage. Si jamais, vous voyez, la masse s'était mise à se coller contre une des parois, on n'arriverait plus à la décoller parce qu'il y a un phénomène d'adhérence qui se produit, etc. Ou si la masse se mettait en mauvaise position, c'est foutu. Donc tout le monde retenait son attention, surtout que ce genre de mécanisme-là pour lâcher la masse, les gens ont mis 3 ans pour arriver à bout de ce problème, un problème d'ingénierie pure, mais je vous le cite pour vous montrer que parfois on a des grandes idées, mais on bute sur des problèmes d'ingénierie complexes. Alors voilà, en conclusion,
Donc maintenant, les masses flottent dans l'ISA Pathfinder et donc il va y avoir plein de tests pendant quelques mois. Et si ces tests sont positifs, et bien à ce moment-là, la mission complète va être lancée, donc la mission très ambitieuse LISA va être lancée pour... alors ça va encore prendre un certain nombre d'années, parce que c'est une mission relativement ambitieuse, vous avez vu 5 millions de kilomètres quand même. Maintenant, je dois vous dire qu'avec toute la découverte des ondes gravitationnelles, il y a une forte pression, ça monte même jusqu'au niveau gouvernemental, où on discute de ce genre de choses maintenant, pour que l'Europe, qui est à l'avance sur le côté spatial, avance le plus vite possible. Alors, un petit peu, juste en conclusion, je vais être un petit peu long sur tout ça. Alors ça fait un siècle qu'on cherche les ondes gravitationnelles, cette chasse est terminée, on a trouvé les ondes gravitationnelles, donc ça c'est une première chose, mais en fait ça ne fait qu'ouvrir quelque chose de tout à fait étonnant. Pour la première fois, on a testé la théorie de la relativité générale en champ fort, c'est-à-dire près de l'horizon des trous noirs. Je vous ai dit que la gravitation qui partout ailleurs est très faible. On n'avait jamais testé que dans les endroits où c'est relativement faible, même sur Terre c'est relativement faible quand même. Là, c'est des phénomènes gravitationnels très intenses et le fait qu'on ait exactement vu le signal qu'on avait prévu vous montre bien que c'est quelque chose de... On a enfin testé en champ gravitationnel fort la relativité. Et puis le fait qu'on a trouvé une source binaire de trous noirs et son émission directe, donc gravitationnelle, ou vraiment l'étude de ce qu'on appelle l'univers gravitationnel. Et rappelez-vous que l'univers a été observé avec la lumière, mais l'univers, on sait depuis Newton qu'il est mu par la gravité. Donc pour la première fois, l'univers qui dans ses plus grandes dimensions et dans son histoire est entièrement expliqué par la force de gravité, pour la première fois on va l'observer avec les ondes de la gravité elle-même et non plus avec les ondes lumineuses. Donc ça ouvre un champ de découverte tout à fait impressionnant. Merci.